Il faut bien qu'ils rentrent parce que nous avons besoin d'eux. Parce que c'est les meilleurs de nos enfants. On a besoin qu'ils viennent mettre leurs compétences, leur formation au service du développement de notre pays. Donc il faut cultiver le patriotisme au niveau de ces enfants. De faire en sorte qu'il y ait véritablement des mécanismes d'encadrement de ce processus qui feront en sorte qu'ils ne s'échappent pas. Maintenant, vous pouvez regarder au plan national. Les universitaires sont juste à côté. Vous pouvez organiser une petite séance d'échange avec quelques-uns d'entre eux. Vous pouvez vous adresser au modérateur qui est le directeur général de l'enseignement supérieur. Il arrive ici avec 3 de ses collègues et vous leur posez la question sur les possibilités à développer sur place. Qu'est-ce qu'ils pensent des établissements dans lesquels on pourrait orienter ces jeunes gens? Est-ce que nous avons des écoles qui fournissent un encadrement de qualité qui pourrait nous permettre de valoriser le potentiel de nos enfants? Voilà, c'est tout ça. Et là, vous sortez des pistes qui aideraient effectivement à régler ce problème. Je crois que nous devons aider à faire en sorte que ce projet remplisse toutes ses promesses et qu'au bout de 15-20 ans, on aura vu passer 4 à 5 promotions qu'on le ressente au niveau de l'expertise dont pourra bénéficier le pays dans certains secteurs, y compris les secteurs qui nécessitent quand même une formation pointue. Donc c'est à vous de regarder. Donc vous voyez que votre thématique pour moi, c'est une thématique d'une très grande importance. Autant la sélection est stricte, autant il était compréhensible qu'après ces enfants se retrouvent comme ça versés dans la masse. Moi j'étais ministre de l'enseignement, je vais vous raconter, c'est une anecdote. Mes collaborateurs rapportent les résultats du concours de Mouna. Et il est de bon aloi, c'est une tradition qui est non écrite, enfin, c'est une tradition, une pratique non écrite, et qui veut que, bon, avant que le ministre de l'enseignement ne publie ses résultats, il est quand même en référence au chef de l'État. Je prends donc les résultats du concours, je les amène sur le président, et j'attire l'attention du président sur le fait que au Wando, et la cuvette n'avaient pu obtenir que 2 places. Les 2 enfants qui avaient pu atteindre la moyenne exigée. La cuvette en avait 3 et la cuvette ouest en avait 2. Et donc il y avait des places qui flottaient. Quand on se retrouve devant une telle situation, on a 2 options. Le président a refusé l'option de reconsidération de la moyenne exigée. Il m'a dit, si personne n'a 12, ils n'auront personne. Donc je la possibilité, en tant que ministre, je révise pour qu'il réalise le quota. Il me dit, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut vouloir une chose et son contraire? Ce n'est pas les élites que nous voulons former. Ne faussons rien. Oui, c'est un peu anecdotique, mais enfin, je voulais vous donner cette exercice, c'est quand même la cuvette. Et de la cuvette ouest. Et le président a ouvert la voie pour qu'on prenne les enfants qui étaient à Pointe-Noire, à Dolisie, à Mathieu, qui avaient fait 16 de moyenne à Brazzaville. Et donc, cette année-là, la cuvette s'est retrouvée à 3 places et la cuvette ouest avec 2 places. Donc 5 places au lieu de 12. Et les autres places sont allées à d'autres départements où il y avait de bien meilleurs résultats. Vous voyez? Donc, quand un homme de sa trempe, dirigeant d'un pays depuis des années, raisonne comme ça, ça veut dire qu'il a placé beaucoup d'espoir dans son projet. Mais comment se fait-il que quand ils ont le bac, ils disparaissent? C'est facile. Donc essayez dans vos réflexions de regarder comment faire. Merci beaucoup. Depuis le 18, nous sommes tous présents dans cette salle. C'est le pays du travail. C'est pas facile. Nous avons des
tous les éléments possibles demandés. Le dernier document que nous avons reçu, c'est celui de l'UNESCO. Hein? Et nous avons tenu compte de ça. Et quand nous avons tenu compte de ça, nous sommes en train de remplir par rapport au modèle que nous avons reçu d'après le règlement intérieur. D'après le règlement intérieur, quand nous avons reçu ce document, on est effectivement en train de remplir. Et là, nous sommes en ce moment sur les principaux éléments du contexte. Sur les principaux éléments du contexte. Et là, nous avons devant nous le document de l'AEF. Oui, l'AEF. L'AEF. Tous les éléments sont là. Nous sommes en train de faire une synthèse. Parce qu'on ne peut pas produire. Nous sommes en train de faire une synthèse. Et nous avons déjà fini cela, tout ça. Nous avons déjà également fait la synthèse des principales recommandations. Demain, nous allons faire notre plénière pour essayer d'élaborer de voir un certain nombre de choses. Et certainement lundi, si vous nous le permettez. Vous avez la matinée lundi. Jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h. Enfin, jusqu'à 14h. Jusqu'à 14h. Mais lundi, nous n'avons pas encore de programme. Monsieur le ministre, je puis vous dire que je fais la modération dans une équipe vraiment intéressée beaucoup. Nous avons tous le souci de transformer les choses dans ce pays. Et je pense que, avec la volonté politique, nous y arriverons. Absolument. Voilà ce que je demande de mes collègues. Excusez-moi si j'étais très proche. Ah non, du tout. Bien au contraire, j'aurais voulu en entendre un peu plus, mais ça va. Mais juste dire que votre thématique constitue justement la version physique et visible de la transformation du monde de l'éducation. À partir de vos conclusions, de vos recommandations et les résolutions que nous allons dégager, eh bien, nous allons projeter une nouvelle structuration physique de nos institutions d'éducation, aussi bien au niveau secondaire, primaire, secondaire qu'à l'université. Il s'agit évidemment désormais de faire en sorte qu'un établissement scolaire, un établissement universitaire ne puisse plus se limiter à l'érection d'un bâtiment sans les autres composantes qui concourent à la qualité de l'éducation. Parce que nous observons, et c'est tout à fait regrettable de le dire, parce qu'il faut reconnaître qu'à ce niveau, nous avons fait preuve d'une faiblesse blâmable en raison de conséquences induites par cette faiblesse en ce qui concerne notamment les établissements privés d'enseignement, où on retrouve des établissements qui se logent dans des petits appartements sans cours pour nos enfants. Or, nous savons pertinemment que le développement intellectuel de l'enfant va de pair avec son développement physique. Il faut bien qu'il s'épanouisse dans le milieu d'apprentissage. Mais on ne peut pas faire en sorte qu'on l'enferme dans un petit coin et quand il sort de là, il se retrouve chez lui, alors que sa vocation, c'est jouer pour libérer effectivement, pour mieux disposer sa fonction cérébrale à capter les apprentissages. Voyez-vous, généralement nous sommes tous passés par l'école primaire, on était heureux de chanter, de réciter les poèmes, etc. Parfois de sauter là, mais nous ne savions pas que ça a une fonction pédagogique hyper importante. C'est pour ça d'ailleurs que nous déplorons le fait que beaucoup de nos enfants se retrouvent entre les mains inexpertes, entre les mains des gens qui n'ont rien appris de la pédagogie, et qui peuvent s'amuser parfois à enseigner pendant 1 heure et demie ou 2 des mathématiques aux petits-enfants, qui, pédagogiquement, ne peuvent supporter ces apprentissages que pendant au moins 30 minutes d'affilée, qui doivent être, par la suite, connaître une petite pause de distraction avant de replonger l'enfant.
dans une autre discipline. Voyez-vous? Donc, c'est des choses extrêmement importantes. Et ici, nous devons maintenant fixer les règles de construction de nos établissements. Qu'est-ce qui va figurer dans un site d'enseignement? S'il y a un bâtiment, très bien. Est-ce qu'il y a des toilettes appropriées, susceptibles de recevoir et les filles d'un côté et les garçons de l'autre? Est-ce qu'il y a une aire de jeu? Parce qu'on ne va plus accepter qu'il y ait des établissements d'enseignement sans aire de jeu, comme on ne va pas accepter qu'il y ait des établissements d'enseignement supérieur sans laboratoire, sans salle multimédia, sans aire de jeu, sans laboratoire, sans bibliothèque. Maintenant, faisons maintenant les choses de façon beaucoup plus conséquente. Vous savez, dans les grands pays, généralement, tous les sportifs sont en même temps des diplômés. Parce que le lieu d'identification des talents, ce n'est pas du tout la rue ou le village, c'est souvent à l'école. Et les conditions sont créées pour permettre le développement de ces talents. Donc, nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre des contre-performances que nous enregistrons au niveau des compétitions sportives, alors que la plus grosse masse de notre jeunesse se retrouve à l'école. Et là, nous ne créons aucune condition d'épanouissement des qualités et capacités qu'ils hébergent en eux. Puis après, on se plaint. Donc, c'est ici l'occasion de dire, on va avoir une école, oui, mais il nous faut telle et telle autre composante dans chaque établissement. Vous voyez? Donc, c'est important. Et on avait... Tiens, je ne sais pas si on a encore regardé cette question. À un moment, on a réfléchi. Bon, ça ne devait pas être nous, hein, on devait peut-être nourrir simplement le débat. On a réfléchi sur la possibilité finalement de raccourcir le cursus au primaire. On s'est posé la question de savoir s'il était nécessaire d'avoir un CP1 et un CP2. On a pensé plutôt contracter les deux et avoir un CP unique. Mais nous nous sommes dit qu'on ne peut accéder à ce niveau que si, préalablement, on a universalisé le préscolaire, de façon à ce que tous nos enfants passent par le préscolaire et en 6 ans, ils entrent au CP unique en une année, puis ils passent au CE. Et comme ça, ils ont 5 ans au primaire. Franchement, on est tellement atavique, tellement attaché à la pratique, on est empirique, attaché à ce que nous faisons et on n'ose même pas envisager de faire bouger les lignes. Sincèrement, est-ce qu'aujourd'hui, objectivement, nos enfants sont tous obligés de passer par le CP1 et le CP2? Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que quand ils sont en P1, P2, P3, ils apprennent déjà tout ce qu'ils devraient apprendre au CP1. Et si nous réussissons l'exploit en 10 ans d'implanter dans tous les établissements d'enseignement primaire des bâtiments dédiés au préscolaire, eh bien, nous reviendrons à un CP unique. Parce qu'on ne sera plus obligé d'avoir un CP1 et un CP2. Mais vous voyez ce que nous ferons gagner aux jeunes générations. On leur fait gagner une année supplémentaire de vie sur tous les plans. Et puis au plan économique, nous réaliserons les économies sans pour autant enregistrer disons, un impact, une contre-performance au niveau de la qualité des compétences que les enfants auront acquises en allant au CP unique. Vous voyez? Donc c'est à nous de voir tout ça. Il y a des pays qui ont fait ça. Je ne vois pas pourquoi on infligerait aux nôtres de passer forcément par un CP1, un CP2, alors qu'on peut faire autrement. Donc c'est tout ça. Et si vous pouvez introduire au niveau de ces infrastructures la nécessité à l'école primaire, dans chaque école primaire, d'envisager en même temps un bâtiment réservé aux préscolaires avec tout ce qui va avec, notamment leur petite salle de jeu, leur petite salle de repos. Croyez-moi, on gagnerait énormément, mais sur tous les plans. Au début, ça paraîtra assez budgétivore, au regard des investissements opérés, certes, mais après,
le bénéfice sera tellement important qu'on aura même du mal à évaluer ce que nous aurons gagné en raccourcissant d'une année le cursus scolaire. Voilà, c'était un partage. C'est à vous d'apprécier. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Vice-président. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je vois que ce que vous venez de dire, nous avons eu la chance d'avoir Madame Chakaka, excusez-moi si j'ai prononcé mal votre nom, qui travaille au ministère de l'enseignement primaire secondaire au niveau de l'ADEP. Ah, d'accord. Les problèmes, nous les avons vus ici ensemble. Préscolaire, concernant le préscolaire, dans la même enceinte. Et nous n'avions peut-être pas l'idée de faire un CP unique. Après votre intervention, je pense que l'une des recommandations, nous l'avons volonté d'elle. Merci beaucoup. Ce serait tout bénéf pour nous et pour nos enfants. Bien, merci beaucoup, mais félicitations, courage et à très bientôt. Merci beaucoup. On va s'asseoir. De l'INRA et du français. Et il faut avouer qu'il y a eu des échanges très sérieux et qui nous a poussé de déceler certaines grandes faiblesses aussi de nos curricula actuels et naturellement nous permettra de faire quelques recommandations en conséquence. C'est à ce point que nous sommes. Voilà. Ouais, ne soyez pas avares de recommandations. Même s'il y en a 1000, elles sont les bienvenues. Vont rejoindre notre boîte à inspiration pour en sortir les résolutions. Évidemment, on ne peut pas parler de l'évolution d'un système éducatif si l'on ne rompt pas, on n'intègre pas une certaine dynamique au niveau de l'orientation curriculaire. Le curricula, évidemment, mérite d'être revu en fonction non seulement des enjeux au plan local, au plan national, mais aussi de l'évolution du monde. Si hier tout était plus ou moins physique, aujourd'hui on parle de plus en plus de la dématérialisation, donc du numérique. Il est évident que nous n'allons pas laisser les enfants de notre pays découvrir et se familiariser au numérique à partir de la seconde ou de la terminale. Ils seraient évidemment en retard face aux autres. Si nous considérons que l'existence de la planète est menacée aujourd'hui par les changements climatiques et que notre pays, par le biais de son chef, le président Denis Sassou Nguesso, est un grand défenseur de l'environnement et un partisan fervent du développement durable, il faut bien que nos jeunes compatriotes qui sont appelés à être les acteurs de tous ces choix soient évidemment formés et se familiarisent avec toutes ces questions. Ça signifie qu'il faut, au niveau de la dynamique des curricula, on songe à intégrer ces aspects. Vous avez la responsabilité en tant qu'expert d'imaginer à partir de quel niveau introduire les volets les uns après les autres. Mais faire en sorte que, au bout, par exemple, de 10 ans, donc dans la classe de 3e, les enfants soient suffisamment imprégnés de toutes ces thématiques. Bon, depuis 1991, dans notre pays, à partir du 25 février 1991, s'est tenue une conférence nationale qui a pris fin le 10 juin 1991. Donc on a abandonné tout ce qui était lié au monopartisme. Très bien, parce qu'on voulait tous le changement, ok. Mais tous les changements leur mélancolie. Il appartient à l'école de corriger les faiblesses induites par ces changements. Vous savez pertinemment qu'avant 1991, tous les enfants bénéficiaient d'un moulage. Aujourd'hui, on parle plus de formatage.
Et ces enfants bénéficiaient de ce que l'on appelle de l'enseignement de certains principes, de certaines règles de conduite en famille et en société. Ils avaient la loi du pionnier, par exemple. Oh, quel excellent condensé des règles devant structurer la conduite, le fonctionnement mental d'un enfant, son rapport avec l'autre, son rapport vis-à-vis de la chose publique, ses propres défis en tant qu'individu. Parce qu'on disait là-dedans aussi que le pionnier est un militant, travailleur, discipliné, etc. Dans toutes ses tâches ou je ne sais pas quoi, il accomplit sa tâche jusqu'au bout. Les enfants étaient formatés. On ne pouvait pas avoir les colonels et les bébés noirs. Et nous avons mis tout ça entre parenthèses, sans alternative. Résultat, les enfants se sont trouvés abandonnés sans repère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons de l'enseignement des valeurs. Il faut leur enseigner les valeurs aux Congolais. On est surpris, le président a dénoncé les anti-valeurs. Mais qu'est-ce que vous voulez attendre des gens qui n'ont pas été formatés? Chacun après tombe sous l'influence d'un monde de plus en plus globalisé, de ce village planétaire avec des influences à travers les réseaux sociaux. Chacun développe un comportement personnel, mais qui en réalité ne crée pas ou qui ne ressort pas une identification d'un groupe, d'une communauté. Il y a 30 ans, lorsque les Congolais arrivaient quelque part, on les reconnaissait par leur conduite, par leur façon d'être et de faire. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette identité au niveau de notre façon de faire. Donc il y a un vrai problème. Aujourd'hui, on voit des gens se battre parce qu'il a perdu une élection. Vous avez voulu de la démocratie. Mais ça, il y a des règles. Il faut qu'on enseigne aux enfants les règles démocratiques de base. La tolérance, l'acceptation d'une défaite, éviter le triomphalisme, ne pas s'enfermer dans un égocentrisme parce qu'on a gagné 6. Bref, il faut faire en sorte qu'on sélectionne un certain nombre de valeurs que nous devons enseigner à nos enfants pour les formater. On est surpris de voir les conflits, les comportements tout à fait pervers de certains acteurs politiques, mais c'est normal. Ils n'ont pas été formés. Ils le savent pas, ils se sont jetés là-dedans. Eh bien, et chacun fait tel que ça lui passe par la tête. Voyez-vous? Il y a tout ça à regarder. Voilà. Donc, c'est, je crois, tous ces aspects qu'il faut prendre en compte dans la réorientation curriculaire. Il faut qu'on tienne compte de tout ça et qu'on regarde ce qui, ma foi, me semble plus d'actualité et mérite aussi d'être retiré. On ne va pas enseigner à nos enfants des choses devenues obsolètes qui n'existent plus quelque part au monde. C'est comme ici on apprenait aux jeunes filles à taper à la machine à écrire, alors que depuis là nous sommes sur les ordi. Donc il faut en tenir compte et échanger ce qui mérite de l'être, saisissant l'opportunité de l'autorité inhérente aux États généraux pour faire en sorte que nous puissions obtenir toutes ces évolutions, si ce n'est à travers les résolutions, mais même à travers des lois, puisqu'il y a des lois en préparation et il y a des recommandations qui pourraient intégrer la loi pour revêtir un caractère impératif. Donc, votre responsabilité est lourde et nous comptons sur vous pour que nous ayons une nouvelle orientation curriculaire. Alors, vous avez quelque chose peut-être à nous dire? On va d'abord applaudir. C'est un éclairage, ça entre dans le cadre de nos préoccupations. Non, monsieur le ministre, merci, mais nous apportez certainement beaucoup d'eau à notre moulin encore, parce que c'est des problèmes que nous avons abordés, le problème de la morale, des TIC dans les programmes, et surtout nous sommes appesantis sur nos programmes actuels. Ils sont écrits selon une certaine approche, parce qu'en fait ces programmes sont déjà révisés. Et écrits dans des conditions que nous avons critiquées parce que franchement, ils ont été écrits dans une situation de manière un peu trop précipitée et comme ça a été dit ici par les auteurs eux-mêmes,
Et ça nous rattrape parce que c'est incontournable, ça devait forcément nous rattraper. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous avons relevé certaines faiblesses, mais encore une fois, les recommandations seront faites. Parce que nous sommes dit, la PPO est derrière nous. Qu'on le veuille ou non, avec la PIC, nous sommes à un point de non-retour. Nous allons certainement nous contenter de l'existant à améliorer au fur et à mesure qu'on avancera. Merci beaucoup. Donc, merci, Monsieur le Ministre. Nous tenons compte de tout ce que vous avez ajouté comme rajouté chez nous. Merci, toutes mes félicitations, courage et à très bientôt. Je sais, effectivement, ça, le courant, ça. Bon, c'est effectivement le courant. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Merci. Le ministre, notre atelier ici, logé au 5e étage, est bien logé même parce que c'est l'unique atelier qui bénéficie de ce standard. C'est ce que j'observe. Oui. Merci beaucoup. Et donc notre atelier qui a pour thématique système éducatif et développement du sport scolaire et universitaire a eu un programme de travail qui était basé sur 3 pistes d'action. La première piste d'action, c'est la construction des équipements sportifs au niveau national et dans les établissements scolaires et universitaires. Et la troisième piste, c'est réhabiliter les jeux de l'ONSU. La deuxième piste d'abord, et la troisième, c'est la création des structures de formation en sport. Voilà les 3 pistes qui ont constitué le menu de nos échanges. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous avons pu déceler, sinon ressortir les différentes forces, les différentes faiblesses, les opportunités et menaces qui sont déjà consignées dans le tableau. Au fur et à mesure que nous avançons, nous faisons le travail au fur et à mesure, on le finalise aussi. De ces forces et faiblesses, nous avons aussi dégagé quelques recommandations que nous sommes en train de finaliser aussi. Mais à ce cas-là, il faut constater, il faut faire d'abord remarquer que notre thématique a eu pour élément de contexte l'état des lieux de la pratique de l'EPES au niveau scolaire et la pratique du sport scolaire universitaire. Étant donné qu'on ne peut pas faire de l'éducation physique ou faire de la pratique sportive scolaire et universitaire sans infrastructures sportives, alors nous avons aussi parlé des infrastructures sportives telles que ça se présente actuellement et aussi comment nous sommes en train d'entrevoir ce qu'il y a lieu de faire. À cela s'ajoute aussi le contexte d'information parce que nous avons une discipline sportive qui est l'EPES, une discipline qui est en enseignement qui est l'EPES, qui aujourd'hui a une spécificité parce que pour aller à l'enseignement de l'éducation physique, il faut d'abord être formé. Et avoir la formation, il faut, chez nous, en faisant l'état des lieux, il existe 2 instituts de formation qui sont l'ICEPS et l'INGES. Or, quand on parle de formation en matière de sport, alors là, ça relève de la généralité. Parce que le sport, en lui-même, c'est un contexte social qui est présent dans tous les secteurs de la vie. Donc, le sport en tant que tel nécessite aujourd'hui une nouvelle approche. La nouvelle approche qu'il faudra intégrer pour nous, c'est surtout faire participer l'école dans le contexte de la gestion ou de la prise en compte des nouveaux métiers liés au sport. Les nouveaux métiers liés au sport. Parce qu'au-delà du sport aujourd'hui, au-delà du sport, nous avons les nouveaux métiers qui sont en train de faire surface. On peut citer parmi ces métiers, nous avons le management de sport, nous avons l'économie du sport, nous avons le droit du sport, que les autres pays aujourd'hui sont en train d'utiliser comme élément sont en train d'intégrer dans les curricula de formation. Chez nous, ça ne se fait pas encore. Toutefois qu'on a des petits problèmes en matière de sport, il faut regarder du côté de Lausanne, là où il y a le TAS. Ce sont des problèmes qui pouvaient se gérer à la base aussi ici. Mais pour faire ça, il faudrait que nos instituts supérieurs, nos écoles supérieures intègrent ces dimensions-là dans les curricula de formation pour permettre aux sportifs, parce qu'en dehors du fait que le sportif est détecté à l'école, mais il n'est pas utile que pour l'école, il est aussi utile pour la vie civile, parce que le sport scolaire a des limites. Le sport qui est périn, c'est le sport
de la vie civile. D'autant plus que le sport à l'école, le cursus est limité. Mais quand on va dans le sport civil, c'est jusqu'à la retraite. Il faut aussi prévoir comment orienter ces sportifs qui ont commencé le sport à l'école, qui ont fait du talent au niveau national et qui reçoivent cette possibilité d'aller défendre les couleurs de la nation au niveau international. Comment faut-il faire pour les intégrer dans la vie sociale une fois qu'ils aient décroché? Ce sont les situations sur lesquelles nous avons beaucoup étudié. En dehors de ça, nous avons fait ressortir une dimension dans le cadre de la gestion de l'ONSU. On a décelé beaucoup de faiblesses. Mais parmi les grandes faiblesses qu'on a décelées, c'est le manque de cohésion entre les ministères des enseignements et le ministère du sport. Parce que quand on parle de l'ONSU, l'ONSU c'est un domaine qui ne concerne pas que le ministère du sport. Parce que les gens aujourd'hui, l'opinion pense que quand on parle de sport, on parle de l'ONSU. L'ONSU, on pense que c'est une entité qui appartient au ministère du sport, mais qui s'exécute dans les enseignements. En fait, c'est un domaine qui est géré par où le ministère du sport a eu la délégation du pouvoir de l'État pour gérer, parce que c'est le ministère du sport qui gère le pouvoir, qui a le pouvoir de gérer l'administration du sport. Mais en matière de pratique de sportifs scolaires, c'est l'école qui en est le propriétaire de le sport scolaire et universitaire, parce que ça part d'abord du contexte de la discipline d'enseignement et les PES, et après suit le sport scolaire et universitaire. Donc là aussi, nous avons décelé beaucoup de faiblesses, parce que même le conseil d'administration, qui est recommandé par la loi réglementant, la loi organisant l'ONSU, rien que le conseil d'administration, ça ne se tient pas. Rien que les réunions interministérielles pour promouvoir le sport scolaire et universitaire aussi, ça ne se tient pas. Aussi, nous avons des problèmes au niveau des infrastructures sportives. Nous avons des infrastructures sportives. Les grandes faiblesses qu'on a décelées, c'est que dans nos écoles, il y a bel et bien quelques infrastructures sportives. Mais de quelle qualité? Surtout à l'abandon. Et à côté de ça, comme opportunité, l'État a eu à engager beaucoup d'argent dans la construction des infrastructures sportives dans tous les départements, à la faveur de la municipalisation accélérée et aussi à la faveur des Jeux africains de 2015. Mais qu'est-ce que nous constatons? Que ces infrastructures qui ont été conçues par l'État ne produisent pas d'effet dans son exploitation par le score scolaire et universitaire. On constate qu'il y a une absence totale d'exploitation de ces infrastructures scolaires de catégorie A et B par les établissements scolaires. La seule activité qu'on peut intégrer dans le cadre de l'exploitation de ces infrastructures, c'est l'organisation des jeux, surtout les jeux départementaux, surtout à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, parce que, si je peux m'amuser à le dire, hier par exemple, j'ai eu des informations qui viennent de Madingou, où les jeux sectoriels ont eu lieu dans le stade de Madingou. Et donc du coup, il y a cette facilité-là qui se présente. C'est une opportunité qui se présente. Mais au-delà de ça, nous avons des problèmes, monsieur le ministre, parce que nous avons une infrastructure de qualité dans un établissement scolaire, sinon deux. Les gymnases Maxi Matima à Makelekele, installés dans le territoire de l'université, si on peut parler ainsi. Et nous avons le gymnase Étienne Monga, dans le lycée de la Révolution. Avec l'exploitation de ces deux gymnases pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder comment les élèves du CG, sinon du lycée de la Révolution, fréquentent, sinon utilisent le gymnase Maxime Étienne Monga, on vous dira qu'ils ne font absolument rien dedans. Ils ne font absolument rien dedans. Pourquoi? Parce que ce gymnase tel qu'il a été construit, il obéit à une certaine catégorie et il obéit aussi à une certaine qualité de compétition. Mais seulement si l'école avait les moyens, avait les équipements nécessaires, avait les formateurs nécessaires, on pouvait aussi utiliser ces gymnases par les élèves pour le cours par exemple de handball, parce qu'ils ont un stade interne. Ils peuvent faire le cours de badminton parce qu'ils sont dedans. Ils peuvent aussi faire la gymnastique s'il y a des tapis.
Mais s'il n'y a pas un équipement qui accompagne la pratique de ce sport, alors c'est général, c'est toujours comme ça. Ça ne sera jamais utile pour les cours d'éducation physique, pour le cours de sport scolaire universitaire, ou bien pour la pratique du sport scolaire universitaire. Donc voilà, pour ce modo, quelques situations pour lesquelles nous sommes apprésentis et qui vont faire l'objet de notre rapport sectoriel. Merci beaucoup. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme commentaire quand on a entendu tout ça? Ça signifie que le sujet a été bien cerné. Maintenant, au niveau de l'élaboration ou l'émission de ce que vous avez pu retenir, que vous traduirez évidemment en recommandations. Bon, ce que nous pouvons vous dire d'ores et déjà, c'est de ne pas être avare en matière de recommandations. Il faut qu'il y en ait suffisamment. Quel que soit le nombre, même s'il y en a 500, 700, 1000, 15 ou 20, bon, c'est vous qui voyez. Toutes les recommandations sont les bienvenues. De ces recommandations, nous tirerons des résolutions. Il est absolument important de considérer de nouveau l'école, qui est en réalité le domaine qui abrite, qui héberge et reçoit l'essentiel de notre jeunesse. Il faut considérer l'école comme le lieu par excellence où nous décelerons, où il faut déceler les talents, où il faut encadrer les talents, où il faut faire en sorte que les potentialités puissent éclore. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous devons faire en sorte de revigorer, si vous voulez, le sport scolaire et universitaire. Il faut une dynamisation. Et il faut faire en sorte que nous puissions faire sauter toutes les barrières liées à l'ego ou à la compétition, disons à des questions de tutelle. Les infrastructures sportives ne peuvent pas être laissées à l'abandon alors que nous avons une jeunesse qui devrait pouvoir les utiliser pour leur amélioration, pour son amélioration, pour son développement, mais aussi pour permettre au pays d'avoir des athlètes talentueux. On se plaint des contre-performances que nous enregistrons au niveau de toutes les compétitions, mais on ne fait rien pour identifier nos talents et pour mettre nos jeunes dans des conditions idoines de développement de leur talent. Or, vous savez bien que dans les grands pays, à travers le monde et particulièrement aux États-Unis, tous les grands sportifs pratiquement sont des diplômés universitaires. Mais parce que le lieu d'identification de recrutement, c'est bien l'école. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement chez nous. Tous ces stades qui sont aujourd'hui quasiment transformés en lieu propice à la chasse, au CBC ou au Nkungi, bon, c'est quand même des lieux qui ont coûté de l'argent à l'État. Moi, je suis partisan de ce que vous avez dit. Il faut encourager une synergie parfaite entre le ministère en charge des sports et les ministères sous-sectoriels de l'éducation. Faire en sorte que les interministériels soient relancés pour qu'ils s'accordent sur des activités transversales telles que l'OPSU, qui normalement est placée sous une double voire triple tutelle. Donc il appartient à tous les chefs de ces départements d'intégrer la nécessité de travailler ensemble pour définir les modalités d'organisation et de développement du sport à l'école. Les compétitions doivent redevenir la règle parce que une compétition est un dopant.
dès lors que les gens savent qu'ils vont en compétition, psychologiquement, ils sont dans un état d'esprit, dans des dispositions différentes. Et à ces occasions-là, souvent, se révèlent des talents. Et en ce moment-là, il faut qu'on aille vers les sélections départementales. Et après, qu'on aille vers des compétitions nationales, interscolaires, interuniversitaires. Cela sous-entend qu'au niveau de chaque établissement scolaire, il faut des installations sportives. Cela sous-entend que la formation des enseignants de l'éducation physique et sportive devra intégrer des orientations nouvelles qui les disposeraient à un meilleur coaching, mais tout en leur donnant la responsabilité de l'organisation interne au niveau de chaque établissement. Le chef de département de l'EPES, dans chaque établissement scolaire, doit être en mesure d'identifier les talents, de répertorier les disciplines et de faire en sorte que les meilleurs dans ces disciplines puissent être encouragés et que par la compétition interne, par la compétition locale, par la compétition départementale et par la compétition nationale. Voilà. Il faut que chaque enseignant d'EPES ou que chaque chef du département ou que chaque inspecteur soit en mesure de faire un rapport trimestriel ou semestriel sur le développement des activités sportives au niveau de sa circonscription scolaire, au niveau de son établissement. Maintenant, le problème qui se pose à nous, au-delà des choses pertinentes que vous avez dites, notamment en ce qui concerne l'orientation en matière de discipline sportive, en matière de domaine de perfectionnement. Il y a le fait que il faut que nous travaillions à recréer l'ambiance sportive au niveau de nos établissements. Il faut que nos enfants, parce que n'oubliez pas que le fait d'avoir négligé les disciplines sportives, le fait d'avoir éloigné le sport de l'école a eu pour conséquence d'orienter les enfants qui ont de l'énergie à dépenser vers d'autres activités qui sont immorales et dangereuses pour la société. Il est évident qu'il est difficile aujourd'hui de voir des enfants qui, pendant leur temps libre, décident d'aller dans un lieu d'entraînement d'un club sportif pour aller suivre les entraînements. Je crois que ça n'existe pratiquement plus. Et tout le monde sait que hier, pour nous autres, c'était la principale distraction. Jusqu'aux entraînements et a fortiori quand il s'agissait des confrontations. Donc, il faut qu'au niveau de vos recommandations, tous les aspects tels que vous les avez soulevés ressurgissent et vous faites toutes les suggestions susceptibles de faciliter la symbiose au niveau des différentes tutelles, susceptibles de développer les synergies et susceptibles de dynamiser la pratique et les compétitions. Donc, je reste convaincu que tel que vous avez cerné avec beaucoup de maîtrise la problématique, la pertinence des recommandations permettra assurément de développer un environnement nouveau et un climat nouveau dans ce domaine. Mais croyez-moi, ce sera salutaire pour l'ensemble du système et pour notre jeunesse. Donc, nous comptons énormément sur vous.
comme je l'ai dit, ne soyez pas chiche, ne soyez pas avare de recommandations. Faites-en le plus possible pour que ceci puisse constituer la réserve d'inspiration pour élaborer les résolutions et peut-être transformer certaines recommandations en disposition de la loi pour leur faire revêtir un caractère impératif et profiter de l'autorité inhérente aux États généraux pour faire en sorte que cela s'applique et transforme cet environnement. Donc merci beaucoup, toutes mes félicitations et tous mes encouragements. Merci.